Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro de votre émission Dikankuru. L'équipe du Sénégal a remporté sa première Coupe d'Afrique des Nations de football ce dimanche 6 février 2022 à Yaoundé. Un sacre étriqué face à l'Égypte, 4-2, 0 but partout, après 120 minutes de jeu. Après cette rencontre âprement disputée, les Lions de la Teranga ont eu le dernier mot face à l'Égypte. La compétition terminée. On parle ce matin de l'organisation et de l'aboutissement de cette grande messe sportive africaine. Je reçois déjà pour vous sur ce plateau un journaliste consultant sportif. Il n'est plus à présenter. Tony Aliou, bonjour. Bonjour Ismaël, bonjour à tous. Merci de répondre une fois encore à notre invitation. C'est un plaisir d'être là. Je le disais tout à l'heure, l'équipe du Sénégal a remporté ce dimanche 6 février 2022 sa première Coupe d'Afrique des Nations. Un trophée longtemps recherché, mais aujourd'hui, l'équipe l'a enfin obtenu. D'abord, une finale âprement disputée face à l'Égypte. Une équipe solide également. D'abord, quelle lecture faites-vous de cette rencontre? Oui, je pense tout simplement que ça a été, comme vous étiez en train d'en parler tout à l'heure, une finale âprement disputée. Ça mettait aux prises quand même deux formations style opposées, notamment dans le jeu, dans la façon de produire, dans la façon de construire les choses. On a vu une formation sénégalaise véritablement très inspirée. C'est elle qui possédait les meilleurs éléments, les meilleurs arguments. Aujourd'hui, je pense que c'est tout simplement une nation sénégalaise avec un effectif 5 étoiles, on peut le dire comme ça, un effectif qui peut même prétendre disputer la Ligue européenne des champions. Lorsque vous prenez du gardien de but jusqu'en attaque, tout simplement, c'est des joueurs qui évoluent à un niveau très élevé. Par contre, en face, la formation égyptienne, il n'y a pas forcément de grands noms, si ce n'est Mohamed Salah que tout le monde connaît. Il n'y a pas forcément d'autres stars comme ça, d'autres vedettes qui portent cette sélection égyptienne. Mais parfois, les sélections égyptiennes, c'est parfois le collectif qui le porte. Et durant toute cette compétition, je pense que ça a été le collectif qui les a emmenés face à cette sélection sénégalaise, sauf que voilà, les Lions de la Teranga étaient quand même les plus inspirés sur cette finale-là, étaient les plus déterminés surtout, étaient les plus confiants. On a véritablement senti cette confiance-là, pas seulement sur l'air de jeu, mais également sur le banc de touche. On a vu le sélectionneur Aliou Cissé véritablement très déterminé, même après le penalty manqué par Sadio Mané. Il y avait tout, voilà, malgré toutes ces émotions-là, le sélectionneur il est resté véritablement confiant, il est resté sur ses épaules, voilà, il a gardé la tête sur les épaules. Pareil également dans les gradés, tout cela. Je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal, c'est un beau champion. Le Sénégal, c'est un beau champion, mais en face, une équipe d'Égypte également qui n'a pas démérité. Quand on voit un peu le parcours de cette équipe qui a réussi quand même à éliminer le pays organisateur, notamment le Cameroun. Ouais, justement, c'est vrai que ça a commencé très difficilement pour la formation égyptienne parce qu'ils ont perdu le premier match. C'était face au Nigeria. Donc tout le monde présageait que voilà, une compétition difficile pour Mohamed Salah et ses partenaires. Sauf qu'après cette défaite, ils se sont réveillés, ils se sont véritablement remobilisés, ils ont montré un autre visage et ensuite, il y avait forcément voilà ce style de jeu, cette philosophie véritablement propre au sélectionneur Carlos Queiroz, tout simplement le technicien portugais qui a véritablement mis un système de jeu en place et il avait forcément les hommes pour cette philosophie-là. Il avait les hommes pour ça. C'est un système dans lequel forcément on n'a pas besoin de posséder le ballon, on n'a pas forcément besoin de garder le ballon. On endort l'adversaire, on le laisse jouer et on le surprend en contre-attaque. Je pense qu'à plusieurs reprises ça a marché dans cette compétition-là. Aujourd'hui, on peut le dire comme ça, ce n'était pas forcément le grand favori de cette compétition. Il n'était même pas attendu, s'il vous plaît, à cette étape de la compétition parce que lors de la dernière CAN, ils avaient été éliminés en huitième de finale. Aujourd'hui, ils parviennent comme ça à accéder à la finale. Je pense qu'ils n'ont pas démérité. C'est plutôt, voilà, cette place de finaliste malheureux leur convient parfaitement. Vous l'avez dit, ils n'ont pas démérité, mais qu'est-ce qui n'a pas marché concrètement au niveau de cette équipe de l'Égypte, par exemple? Du côté de l'Égypte, je pense que voilà, peut-être il y a plusieurs aspects qui expliquent cela dans un premier temps. Comme on a pu le constater, ça a été la sélection ayant disputé le plus de minutes dans cette partie, dans cette compétition. Vous l'avez vu en huitième de finale face à la Côte d'Ivoire. Ils ont eu droit à 120 minutes. Pareil en quart de finale face au Maroc. En demi-finale également face au Cameroun, on a disputé 120 minutes. Lorsque vous enchaînez comme ça les minutes, lorsque vous enchaînez comme ça des rencontres dans une compétition aussi importante où vous êtes appelé à jouer pratiquement toutes les 72 heures ou même parfois toutes les 48 heures, ce n'est pas facile à gérer. À un moment donné, on a vu que c'est une sélection égyptienne qui avait pratiquement un match de plus que toutes les autres nations. Ça s'est ressenti. L'aspect physique peut-être a eu raison
raison de cette sélection égyptienne. L'aspect physique, vous l'avez dit, a eu raison de cette sélection égyptienne, mais dans les gardiens de but, on avait quand même un gardien hors du commun, Gabaski, qui a fait un très bon match hier, pas seulement hier, tout au long d'abord des demi-finales jusqu'à la finale. Moi, je pense quand même que c'est un gardien qui m'a émerveillé. Pas vous seulement, peut-être tout le continent, voilà, même à travers le monde entier, il aura tout simplement marqué les esprits. Un gardien de but qui n'était pas qualifié comme le titulaire de cette formation-là, parce qu'il y avait quand même El Shenawi qui était le premier gardien de cette formation égyptienne. Après sa blessure, on a fait par la place. C'est parfois comme ça, les belles histoires commencent. Lorsque le malheur de l'un fait le bonheur des autres, ça a marché pour Kabasaki dans cette compétition-là. Il a sorti de très belles choses. Mais ça ne nous surprend pas. La formation égyptienne, c'est une formation qui nous a habitués à de très grands gardiens. Souvenez-vous de ce légendaire capitaine El Hadari qui était même sur le banc de tous. C'est lui qui forme ces gardiens. C'est lui qui est aujourd'hui le coach des gardiens de but dans cette panier des pharaons. Et je pense que ça vient démontrer tout simplement le talent, la force, voilà, le génie et surtout le minutieux travail qui s'effectue au niveau de ce poste précis dans le monde du football, notamment du côté de l'Égypte. Un trophée longtemps cherché par le Sénégal, aujourd'hui Sadio Mané est aux anges, on peut le dire ainsi. Il est forcément aux anges, ça fait partie désormais d'un des joueurs les plus respectés, les plus emblématiques du continent. Il a pratiquement remporté tout dans sa carrière. Il a été champion d'Angleterre, champion d'Europe avec Liverpool. Il a remporté le ballon d'or déjà, le ballon d'or africain. Il a perdu une finale de Cannes il y a seulement deux ans. Ça n'a pas émoussé ses ardeurs. Il a su garder la tête sur les épaules. Il a continué par travailler. Il est resté surtout humble et je pense qu'aujourd'hui ça a payé. Il est tout simplement sur le toit. Il peut s'asseoir désormais sur la même table que Samuel Eto'o et Didier Drogba. Voilà, ça a payé, vous l'avez dit, mais avant d'en arriver là-bas, et Mané qui loupe un penalty à la 6e minute de jeu, quand on sait quand même que nous sommes à une rencontre décisive. Mais qu'est-ce que ça fait en tant que sportif de rater un penalty à l'occasion de ce genre de rencontre-là? C'est vrai que c'est parfois compliqué parce que voilà, on se dit qu'il y a le doute qui va s'installer. On est en début d'une finale, on est en début d'une rencontre aussi décisive parce que le Sénégal, voilà, on est à une troisième finale comme ça d'une compétition aussi prestigieuse sur le continent. On se dit que là, on loupe tout de suite comme ça un penalty. Parfois, les gens vont se dire attention, il y a le doute qui va s'installer, tout cela, les frustrations. Mais non, juste après avoir manqué son tir, il a su garder la tête sur les épaules. Vous avez vu, il a été le premier à tout simplement continuer par motiver ses partenaires, motiver même le public, haranguer le public, continue par donner de la voix parce que lui, il y croyait jusqu'au bout. Je pense que il avait raison d'y croire. Il avait raison d'y croire et enfin, ça a payé. Le Sénégal qui remporte sa première Coupe d'Afrique des Nations et c'est un événement heureux. D'abord, après cette coupe remportée, mais avant d'en arriver là-bas, il y avait des équipes favoris qui étaient annoncées. Le pays organisateur qui tombait face à l'Égypte à l'issue des demi-finales. Le Cameroun, qu'est-ce qui n'aurait pas marché à ce niveau pour que c'était quand même une équipe favorite annoncée depuis le début de la compétition. Quand on voit tous les matchs de poule qui ont été disputés avec succès, éliminer des gros morceaux sur leur chemin, mais qui tombent face à l'Égypte, face aux séances fatidiques des tirs au but. Ouais, justement, je pense que lorsque vous appelez le Cameroun, que vous êtes pays organisateur, forcément vous êtes déclaré tout de suite favori. Mais quand vous perdez comme ça à domicile, ça casse la dynamique, ça casse surtout un certain nombre d'ambitions, de rêves, notamment du côté camerounais, parce que vous avez vu tout le travail que faisait dans l'ombre un certain Samuel Eto'o. Il était véritablement, voilà, ça et là pour booster, pour surtout, voilà, montrer à ces lions indomptables là qu'on a besoin, qui sont capables de le faire, qui sont capables d'aller chercher ce trophée-là. Malheureusement, à l'arrivée, le Cameroun a échoué face à l'Égypte et je pense que pour le premier dans cette compétition, que le Cameroun a fait face à un véritable adversaire. Ils sont tombés parce que en phase de groupe, le sérieux adversaire qu'ils ont eu, c'était tout simplement le Burkina Faso. En huitième de finale, il y a eu les Comores. Ensuite, en quart de finale, il y a la Gambie. Les demi-finales, on tombe sur un gros, on tombe sur le plus titré. Le gros morceau et puis le morceau a broyé le petit morceau et le Cameroun qui a été simplement éliminé des demi-finales. Mais pour le match de troisième place également, il y a eu une rencontre qui a été âprement disputée, un choc de gladiateurs entre le Burkina Faso surtout, cette équipe qui a prouvé de quoi elle est capable face au Cameroun, mais à l'arrivée encore, et le Burkina qui n'a pas quand même su donner l'espoir avec lequel il était parti.
Oui, justement, c'est vrai que lorsqu'on joue une petite finale comme ça, le match de la 3e place, on doit forcément être très heureux, emporté pour une nation qui s'appelle le Burkina Faso, qui n'était pas de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, mais qui est là, qui jusque-là avait déjà réussi son tournoi, on peut le dire comme ça. Et surtout, c'était un match pratiquement un remake du match d'ouverture, parce que les deux formations s'étaient déjà affrontées. Il y avait forcément cet esprit de revanche quelque part dans le coin de la tête des Burkinabés. Malheureusement, ils ont réussi à faire le plus du stade, ouvrir le score, aller jusqu'à 3-0. Mais à un moment donné, du côté des Lions indomptables, on s'est dit, mais attention, il y a eu la désillusion des demi-finales. Le peuple n'a pas encore digéré cela. Ce ne serait pas véritablement bien encore de laisser passer cette chance-là. On est devant notre public, on est devant le peuple camerounais. Attention, il faut aller chercher cette 3e place-là pour faire plaisir à ce peuple camerounais qui était véritablement passionné tout au long de cette compétition. Malheureusement, en face, les Burkinabés également, on aurait aimé qu'ils remportent cette place-là, surtout pour faire plaisir au peuple burkinabé qui en ce moment traverse des moments compliqués. Qu'est-ce qui n'aurait pas marché à ce niveau-là quand nous sommes à 3-0, mais en l'intervalle de 10 minutes, le Cameroun qui réussit à faire la remontada, si je peux l'exprimer ainsi, qu'est-ce qui n'aurait pas marché à ce niveau? Oui, justement, dans ces genres de rencontres, parfois, c'est le mental qui joue. Lorsque vous menez 3-0, il faut savoir véritablement gérer la pression, il faut savoir maîtriser les nerfs, maîtriser surtout les débats. Mais en face, il y avait forcément, parce que l'adversaire était à domicile, parce que l'adversaire avait forcément quelque chose à corriger. On a échoué en demi-finale. Il y avait tout ça à faire du côté du Burkina Faso. Peut-être, voilà, dans cette année-là, on n'a pas forcément des hommes assez expérimentés, si ce n'est, voilà, Bertrand Traoré, le capitaine, qui est véritablement la grande vedette de cette formation-là. Le reste sont forcément des jeunes. On est peut-être en début comme ça de leur carrière. Ils ne sont pas habitués à ces genres de rencontres. Ils ne sont pas habitués à ces genres de pression. Ils n'ont pas su gérer les émotions. Ils n'ont pas su gérer la pression. Ils ont cédé face aux Lions indomptables qui en ont profité tout simplement pour offrir le sourire à Samuel Eto'o. En tout cas, le Cameroun vient en 3e place de cette compétition, même si c'était le trophée c'était cette coupe qui était recherchée, mais pour se consoler, ils n'ont que la 3e place. En tout cas, ça réjouit déjà les joueurs. On les a vus hier au podium, des joueurs qui ont été distingués, buteurs comme Aboubakar Vincent, qui est quand même un jeune qui m'a épaté au cours de cette compétition. Oui, justement, Vincent Aboubakar, le capitaine de cette sélection du Cameroun, c'est vrai qu'il était le héros lors de la finale en 2017 avec ce but anthologique face à l'Égypte. Mais ici, cette fois-ci encore, on était à domicile. Il avait envie forcément de sortir le grand jeu, de prouver véritablement qu'il est désormais le leader technique de cette formation-là. Il pouvait quand même gérer cette belle génération-là, mais parfois ça ne suffit pas, il est tombé. Mais lui, sur le plan personnel, quand même peut s'estimer heureux parce que il termine la compétition en tant que meilleur buteur, il remporte le soulier d'or de cette compétition-là. Je pense que lui aussi, il a même battu comme ça le record de Samuel Eto'o dans cette compétition-là. Ce n'était pas gagné d'avance pour un joueur comme ça qui n'est pas forcément connu sur le plan mondial en tant que grand joueur, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de grand joueur, on ne pense pas tout de suite à un joueur comme Vincent Aboubakar. Il est parvenu aujourd'hui à terminer meilleur buteur. Je pense que ça lui fait énormément du bien. Voilà, pour cette compétition, l'organisation était au top. D'abord, rapidement, sur tout ce qui a été comme organisation, sécurité, tout et tout. Votre lecture par rapport à ça? Non, je pense que finalement, on a quand même un motif de satisfaction. D'abord, lorsqu'on voit les cérémonies d'ouverture d'abord et de clôture, il y a véritablement une exposition exceptionnelle de la culture africaine. On a célébré forcément les couleurs africaines. On a vu que véritablement le continent africain est riche de culture, est riche véritablement de toutes ces belles choses-là. Le Cameroun a réussi à exposer cela, à montrer toute la saveur que regorge le continent. Je pense que ça, sur le plan organisationnel, on peut leur tirer un coup de chapeau. Par contre, il y a quelques failles sécuritaires qu'on a pu observer, notamment cette bousculade là au stade Olembe qui a conduit à la mort de 8 personnes, je crois, du côté de ce stade-là. Malheureusement, ça arrive parfois. Je pense que ça fait partie des touches sombres qu'on a pu noter dans cette compétition-là. C'est vrai qu'il y a également lors de ce match Cameroun-Comores où l'adversaire, les Comoriens, n'ont pas été escortés de leur hôtel pour le stade. On est dans un pays du Cameroun qui n'est pas épargné par les crises sécuritaires, vous le savez, avec le terrorisme qui règne, tout ça. Toute une nation, la délégation de toute une nation qui se retrouve comme ça en terre camerounaise, mais qui avait envie, qui se déplaçait pour un stade. Normalement, elle devrait être quand même escortée par la sécurité. Malheureusement, ça n'a pas été
le cas du côté des Comoriens qui ont dû préparer même cette rencontre dans leur bus. Ça fait partie des touches sombres que moi personnellement j'ai notées. En tout cas, espoir que cette touche sombre soit corrigée pour les prochaines éditions de la CAN. L'autre chose qui m'a émerveillé, c'est cette dame qui a arbitré un match au cours de cette coupe, au cours de cette CAN-là. Justement, la Rwandaise, elle aura véritablement marqué aussi les esprits parce que ce n'était pas arrivé dans un match de football sur le continent, parce que surtout à ce niveau, voilà, de notre football, on disputait quand même la plus prestigieuse des compétitions sur le continent africain, et voir une dame, voir une femme véritablement prendre les débats, gérer, réussir comme ça à gérer, maîtriser toute une rencontre, maîtriser surtout les émotions, les humeurs de ces footballeurs. Là, ce n'était pas gagné d'avance, mais la Rwandaise, elle a réussi véritablement à maîtriser cela. Vous avez vu juste après le match, elle a reçu les félicitations de toutes parts, de tout sens, tout simplement. Et je pense qu'aujourd'hui, elle envoie comme ça un message à toutes les dames, à toutes les femmes, qu'elles sont aussi capables de réaliser quelque chose d'exceptionnel dans ce football qui n'est pas seulement réservé aux hommes. À vous entendre, c'est un sentiment de satisfaction pour vous, au vu de tout ce qui a été fait pour cette CAN. Et justement, je pense qu'on peut retenir surtout beaucoup plus le positif, parce qu'il y a forcément des choses négatives, forcément qu'il faut retenir, mais moi je me concentrerai beaucoup plus sur ce qui est positif. Espoir tout simplement que les autres nations, c'est-à-dire les nations qui vont abriter les prochaines compétitions, les prochaines Coupes d'Afrique des Nations, puissent tirer les grands enseignements de cette organisation du côté du Cameroun pour parfaire également, voilà, les prochaines éditions. En tout cas, la CAN Cameroun 2021, c'est désormais du passé. Le Sénégal qui a remporté cette coupe et désormais peut se taper la poitrine et, comme on l'avait dit, se mettre sur la même table que les Samuel Eto'o, Didier Drogba, Mohamed Salah et bien d'autres. Alors on revient à présent parler du championnat au niveau local avec la Ligue Pro au Bénin justement, avec cette ligue qui a connu son épilogue. Dans la zone A, des équipes sont qualifiées, notamment Panthère de Djougou, les Buffles du Borgou, Cavalier de Niki, BKFC de Bembereke. D'abord, à l'issue de cette Ligue Pro, de tout ce qui a été fait comme jeu, de la première journée jusqu'à la fin, quelle lecture faites-vous des différentes rencontres, des différents matchs joués entre les différentes formations? Là également, ça a été tout simplement exceptionnel, surtout beaucoup plus intéressant, notamment la dernière journée où forcément il y avait un grand enjeu, il y avait Damissa qui rêvait encore, même s'il n'avait pas son destin en main. Il y avait la formation des Cavaliers de Niki également qui devrait forcément s'imposer, les Guerriers de Bembereke également qui étaient face à Ria Sport de Parakou du côté de Tchaourou. Ça a été véritablement une dernière journée époustouflante. On s'est véritablement régalé. On était du côté du stade de Parakou. On a vu véritablement que les gens avaient tant les esprits ici au stade, mais ils avaient également les esprits dans les autres stades. Il faut forcément voir comment les choses évoluent dans ce sens-là. Je pense forcément que lorsqu'on voit comment les choses se sont passées, il y a véritablement pas mal de choses, de très belles choses à retenir, notamment d'abord du côté de Cavalier de Niki qui aura été la révélation de cette Ligue Pro dans la zone A. Forcément, il n'était pas attendu à ce niveau-là parce que la saison dernière pour cette Super Ligue Pro, on a vu le Dynamo de Parakou qui était qualifié, on a vu forcément une formation comme Beke également qui était de la partie, mais cette saison, les Cavaliers de Niki ont véritablement mis les petits plats dans les grands pour être au rendez-vous, portés par de très jeunes joueurs qui étaient véritables, qui avaient soif, qui avaient surtout envie également de montrer toute leur palette technique. Je pense à Yves Neymar Junior, je pense à Didier Tchabé qui aujourd'hui est très bien récompensé par cet appel pour la convocation de la sélection nationale A' du côté de Porto-Nouveau. Tout simplement, je pense que lorsque vous faites les choses très bien, vous êtes toujours tout de suite repéré. Vous êtes repéré, les Buffles du Borgou qui, malgré les difficultés qu'ils traversent actuellement, tiennent quand même le coup. Justement, ça n'a pas été du tout facile du côté des Buffles du Borgou. C'est vrai qu'ils ont profité tout simplement de leur merveilleux début de saison pour engranger tout de suite les points, parce qu'après on a vu, ils ont connu tout simplement une fin de saison assez difficile, enregistrant même 2 défaites consécutives, voilà, lors de la fin de ce championnat. Surtout qu'ils tombent face à Damissa. Damissa, notamment à l'aller comme au retour d'ailleurs, ils ont été tout simplement humiliés sur ce coup par le félin de Ndali. Mais je pense que les Buffles du Borgou, ça reste quand même un club mythique, ça reste un club historique, et des clubs comme ça, attention, il ne faut pas les négliger, même quand il y a des soucis, qui quand même prévalent au sein de cet effectif-là, il ne faut jamais les négliger. Les Buffles du Borgou sont restés concentrés, ils ont tout de suite réussi surtout à accrocher le statut. Ils ont accroché le statut, mais Damissa qui n'aura pas l'occasion de jouer la Super League, malgré tous les efforts déployés, malgré tout
toutes les victoires justement engrangées pour les 5-6 dernières journées, mais Damissa aujourd'hui qui tombe les mains à la main. Qu'est-ce qui n'a pas marché au niveau de cette équipe-là? Non, je pense tout simplement que du côté de Damissa, on paye le mauvais début de saison. Vous l'avez vu, ils ont véritablement éprouvé toutes les peines de ce monde en début de championnat. Il a fallu attendre l'avant-dernière journée du championnat avant que le bureau directeur de cette équipe-là ne se décide et ne change le staff technique et ne fasse venir tout simplement un nouveau coach, un nouveau staff est installé. Depuis l'arrivée de ce nouveau coach-là, les résultats ont suivi. Ça veut dire qu'on retiendra tout de suite qu'il fallait prendre cette décision-là un peu plus tôt pour permettre à cette formation de Damissa de se réveiller parce que véritablement elle a quitté de l'avant-dernière place à la 5e place. Je pense que ça a été véritablement un travail exceptionnel. Le président Francis Kotogbian, sans doute, il va tirer également lui aussi les grands enseignements de cette saison-là pour pas faire les choses pour ce qui est justement de la Ligue Pro Sud parce qu'il ne faut pas être ridicule là-bas également. Il faut forcément rester concentré, continuer pas à montrer que voilà, du côté de Damissa, on est véritablement né avec les dents et qu'on peut aussi résister face au gros du championnat. Comme on le dit, on ne croise pas son regard. On espère quand même que la saison prochaine, Damissa quand même pourra se révéler comme cette année on l'a souhaité, mais les attentes, les objectifs, on n'a pas atteint les objectifs au vu des résultats qu'on a eu au compteur, mais également Real Sport qui n'a pas réussi à sortir la tête parmi les équipes qui doivent prendre part, qui doivent continuer avec la Super League Pro. Justement, du côté de Real Sport de Parakou également, je pense qu'en début de saison, le président Toundé René Ibadokwa a quand même exposé ses objectifs. Ce ne fait pas forcément partie des clubs qui ambitionnent à tout de suite aller chercher le titre ou réaliser quelque chose de grand. Leur objectif, c'est assez clair. On veut former, on veut continuer par produire le football champagne dont on le connaissait. On veut tout simplement surtout continuer par rester modéré, surtout jouer au trouble fait si c'est possible. Et je pense que c'est ce qu'ils ont réussi à faire cette saison. Ils sont restés là. Je pense qu'ils vont continuer eux aussi en Ligue Pro Sud, espérant tout simplement qu'ils puissent quand même sortir le grand jeu là-bas, parce que là-bas aussi il y a un trophée à aller chercher. Après la Ligue professionnelle, dans la zone A, 4 équipes sont qualifiées qui vont poursuivre l'aventure. Après la zone A, est-ce qu'on peut avoir rapidement un résultat des zones B, C? Justement, je pense que du côté de la zone B, notamment la zone du champion en titre, l'Auto Popo, qui aura véritablement lui aussi éprouvé toutes les peines de ce monde parce qu'ils ont réussi finalement à accrocher une place, je crois, de 4e dans cette position, dans cette zone B là, parce que ça a été une zone dominée forcément par une formation comme Daguerre, Espoir de Savalo, Dynamo d'Abo. Mais ça a été des clubs forcément très inspirés cette saison, où il y avait les moyens, où les joueurs se sentaient à l'aise, où les joueurs étaient véritablement épanouis. Ils ont su sortir le grand jeu, ils ont surtout relégué le champion en titre en 4e position. Mais je pense que ce n'est qu'une première phase du championnat. Peut-être que pour la suite du championnat, on aura forcément un autre visage de l'Autopopo. Dans les autres zones également, il y a forcément les déceptions. Elles sont notamment du côté des Requins de l'Atlantique. C'est un club mythique ici quand on parle du football béninois, les Requins de l'Atlantique, qui étaient de la dernière Super League Pro, ne seront pas là cette saison. L'autre grosse déception, c'est l'absence aussi du club le plus titré du Bénin, les Dragons de Lemé, qui auront aussi connu beaucoup de difficultés dans ce championnat et qui finalement vont se contenter de la Ligue Pro Sud. Voilà, ils vont se contenter de la Ligue Pro Sud. Après cette Ligue professionnelle justement, le 26 février prochain démarre la Super League Pro, une compétition justement qui permettra de déterminer les deux clubs qui vont représenter le Bénin à la compétition africaine de football. D'abord, une rencontre qui s'annonce palpitante parce qu'on sait que c'est deux équipes qui vont représenter le Bénin à la compétition africaine de football. Ouais, justement, je pense que ça fera désormais 16 équipes pour seulement 2 places à aller chercher. Donc, ça va être forcément très disputé comme on l'a vu la saison dernière. Il y a des clubs qui sont nés avec les dents, notamment Coton Sport. Aujourd'hui, avec un budget estimé à 1,5 milliard, où les joueurs sont véritablement très heureux, très épanouis. Tout roule, quoi, comme on le souhaite. Et je pense que du côté de Coton aujourd'hui, sans doute qu'on ambitionne aussi venir titiller un peu la hiérarchie, aller titiller notamment les grands comme Befou du Babou, l'Auto Popo. Il faut aller les déloger là pour aller chercher ce titre là. C'est du côté de Coton, sans doute qu'on sera en train de nourrir ces gens d'ambition en ce moment. Mais attention, les grands clubs aussi restent des grands clubs parce qu'ils peuvent aussi à tout moment continuer par maintenir leur statut. Je pense que lorsque vous avez des clubs comme les Bifs du Baou, comme l'Auto Popo, vous avez des clubs également comme Dynamo d'Abomey, sans doute qui forcément n'est pas un grand morceau, mais qui cette saison en tout cas montre de très belles choses. Ce sont des clubs assez ambitieux. Je pense que cette seconde phase du championnat nous réserve
assez de surprises. En tout cas, moi, c'est Coton FC qui m'épate dans cette compétition parce que c'est une équipe qui est née avec les dents et vraiment qui fait de très belles rencontres, de très belles prestations. Oui, justement, Coton FC, on l'a dit, voilà, amené par le fils du président de la République, Léolin Talon, qui est véritablement là. Les moyens sont au rendez-vous, les joueurs sont là. Ils ont fait un mercato XXL, ça il faut le préciser, des joueurs, les meilleurs joueurs de Dynamo qui sont partis. On a vu Eto'o, le jeune Eto'o qu'on appelait ici, Eto'o apparemment il est repêché. Pas mal de joueurs comme ça, le défenseur indéboulonnable, Anaconda, lui aussi il est parti. Pas mal de joueurs comme ça. Ils ont réussi à faire un mercato exceptionnel. Je pense que après la première partie du championnat, a compris véritablement qu'ils ne se sont pas trompés sur les choix. Aujourd'hui, il faut tout simplement continuer par maintenir cette dynamique-là. Et s'ils maintiennent véritablement cette dynamique-là, s'il vous plaît, ils sont capables de venir bousculer un peu la hiérarchie. Bousculer, vous le pensez comme ça, facilement? Pas forcément facile. C'est vrai que ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile parce qu'aujourd'hui, cette Super Ligue Pro va mettre aux prises la crème des crèmes. Parce qu'on a dit que ce sont les 4 meilleurs de chaque zone qui vont sortir. Ça veut dire que c'est le rendez-vous des meilleurs. C'est le rendez-vous des meilleurs. C'est celui qui aura été encore plus meilleur qui va enfin réussir à sortir son grand jeu. On espère tout simplement, en tout cas, lorsque vous mettez les moyens, lorsque vous injectez de l'argent dans le football, forcément que tout le monde souhaite que les résultats soient au rendez-vous. Et Coton FC quand même qui ne va pas marchander et les moyens au niveau des joueurs pour l'atteinte de cet objectif. Cet objectif de figurer parmi les 2 meilleures équipes, les 2 formations qui vont représenter le Bénin à la coupe, en coupe africaine de football justement. Alors, Tony Aliou, on tend petitement vers la fin de cette émission. D'abord, pour finir, votre mot de la fin. Non, mais je suis une fois encore très heureux d'être à ce rendez-vous. C'est vrai que en début d'émission, je vous taquinais comme ça de savoir ce que ça signifiait Dikankuru, je crois. Voilà, c'est un plaisir. Ça a été véritablement un plat assez copieux, ça il faut le préciser. Voilà, en langue, ça veut dire la pâte d'hier. Je pense que ici, nous recyclons les informations passées et puis nous avons l'occasion de recycler ça sur nos plateaux, d'en débattre et vraiment de servir l'information à nos téléspectateurs. Moi, ça a été véritablement un plat copieux, ça il faut le préciser. La CAN était au rendez-vous et forcément, une fois encore, je terminerai en disant tout simplement bravo au Sénégal qui aura tout simplement réussi à sortir le grand jeu. Il n'était pas forcément attendu là. Aliou Cissé, comme j'étais en train de le dire, il y a le fruit de la patience aujourd'hui. Il montre tout simplement que lorsque vous faites confiance aux valeurs locales, parce qu'il est un Sénégalais, il est un Africain, ce n'est pas un sélectionneur étranger, ce n'est pas un Européen. Du côté du Sénégal, on a réussi à lui faire confiance, une valeur locale comme ça, à qui on a confié la sélection nationale qui est en train de réaliser des choses exceptionnelles. Peut-être que ça pourrait nous donner aussi des idées. Pour finir, pour le bon déroulement de la Super League Pro, le dispositif sécuritaire doit être renforcé quand même. Oui, pas forcément le dispositif sécuritaire, il faut forcément revoir également le sifflet. Ça, c'est important parce que ça a fait pas mal de polémiques lors de la Ligue Pro, lors de la Ligue professionnelle. Il faut forcément, pour ce qui concerne de la Super Ligue professionnelle, parce qu'on parle comme ça, une fois encore, du rendez-vous des meilleurs. Donc, c'est la crème des crèmes qui va s'affronter à ce niveau-là. Donc, et pour avoir un bon rendez-vous, il faut aussi un bon sifflet. On espère tout simplement que les hommes en noir sauront également mettre le meilleur d'eux-mêmes pour que nous ayons un magnifique spectacle. On espère vivement également que cette Super League Pro va se dérouler dans les règles de l'art. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est sur cette note d'espoir, sur cette invite de Aliou Toundé que nous refermons cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe de réalisation. Terminus, tout le monde descend et à la prochaine.